Au moment où j'écris ces lignes, je ne sais pas encore trop ce que va devenir cette nouvelle série de vidéos sur l'astrophotographie, mais le désir est bien là, autant se lancer. Ça va pas vous paraître curieux de commencer sans avoir de plan bien précis en tête, mais en même temps, le travail à accomplir sera vaste et long, alors j'ai décidé d'attaquer sans attendre. Au moment de cet épisode, on va dire pilote, il existe déjà une playlist consacrée à l'astrophotographie sur la chaîne, mais elle ne comporte que 5 vidéos. Une vidéo sur le traitement d'une photo avec Cyril et Darktable, et 4 timelapses issus d'un matériel de base, un appareil photo et un trépied. Autant dire pas grand chose, donc on peut considérer que cette vidéo sera la première d'une longue série qui se révélera, je l'espère, prolifique. Sans plan, mais pas sans principe. Le premier est que la série parlera de la pratique photographique de l'astrophotographie, car la chaîne Juste Mise au Point est une chaîne sur la photographie dans ses grandes lignes. Mais pour ça, je ne ferai pas l'impasse sur l'astronomie. Il ne serait pas juste de parler des photographies que l'on peut prendre des merveilles que l'on trouve dans le ciel nocturne, et même diurne, sans connaître un tant soit peu de quoi on parle. Je vous amène donc pour un long voyage, parfois à plusieurs années-lumière, au travers d'épisodes concrets sur la pratique de photographie, parfois d'épisodes plus lyriques pour s'émerveiller de tout ce que nous apporte l'espace. Ainsi parfois on sera terre à terre. On appellera un chat, on définira les termes de base de l'astronomie ou de l'astrophotographie, mais on essaiera de ne pas être trop pesant et académique. On parlera de tout ce que l'on trouve dans le ciel. Des étoiles, des planètes de notre système solaire, de notre Soleil, des objets du ciel profond, des amas, des nébuleuses, des galaxies. On ne fera pas l'impasse sur comment on se repère dans le ciel, même sans aide technologique. Pour apprécier, il faut connaître un minimum, et apprendre sera notre leitmotiv pour rythmer notre chemin. Mes connaissances ne sont pas encyclopédiques, loin de là. Du coup, j'apprendrai beaucoup au cours du voyage. Tant mieux, je serai d'autant moins le professeur qui fait la leçon comme ça. Alors, comme j'ai déjà pas mal blablaté pour pas grand-chose, je vous propose de débuter par ce que l'on pourra photographier dans le ciel. Le premier objet que l'on voit sous un ciel nocturne, ce sont les étoiles. Malheureusement, le ciel est loin d'être aussi noir qu'avant avec la pollution lumineuse de nos villes. Une étoile, c'est un astre qui rayonne sa propre lumière par réaction de fusion nucléaire. Cette fusion nucléaire ne durera qu'un temps car l'astre doit posséder une masse minimale pour que les conditions de température et de pression au sein de la région centrale, le cœur, permettant l'amorce et le maintien de ces réactions nucléaires. Nous connaissons tous une étoile, notre Soleil. Le système solaire est composé, outre le Soleil lui-même, par ordre de distance croissante, à celui-ci, de 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. D'une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux, de 4 planètes géantes externes, 2 géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne, et de 2 planètes géantes de glace que sont Uranus et Neptune. De la ceinture de Kuiper, composée elle-même d'objets glaciers. L'héliopause, limite magnétique du système solaire, est définie par l'arrêt des vents solaires face aux vents galactiques. Bien au-delà, on trouve le nuage d'Oort, sphère d'objets épars. La limite gravitationnelle du système solaire se situe bien plus loin encore, jusqu'à 1 ou 2 années-lumière du Soleil. Nous ne pourrons pas tout voir depuis nos instruments amateurs, mais il y a déjà beaucoup à faire avec pas mal d'objets. Tout le monde ressent l'effet waouh quand il voit pour la première fois la grande tache rouge de Jupiter.
les anneaux de Saturne dans son instrument astronomique. Quittons le système solaire et revenons aux étoiles. Même avec un instrument puissant, les étoiles sont tellement éloignées de nous que nous ne verrons que des points lumineux, guère plus spectaculaires que sans instrument. On fera plutôt des photos de regroupement des étoiles. Le plus simple de ces regroupements est la constellation. Mais ce groupe d'étoiles proches sur la voûte céleste, représentant des formes usuelles, n'a rien d'astronomique finalement. Les étoiles des constellations nous paraissent groupées dans le ciel nocturne, mais en réalité elles sont très éloignées les unes des autres. C'est juste pratique pour délimiter des zones de ciel, pour se guider pour les premiers navigateurs et découvreurs terrestres. Actuellement, l'Union astronomique internationale, l'UAI, divise le ciel en 88 constellations avec des limites précises afin que tout point du ciel appartienne à une constellation et une seule. Du coup, avec du matériel de base, appareil photo et trépied, on peut déjà s'entraîner sur les constellations. C'est facile et vous allez faire des progrès dans la reconnaissance et le repérage des autres objets du ciel. Plus simple que les constellations, les étoiles sont regroupées par astérisme. Là aussi, on forme de façon arbitraire un dessin, mais sous une forme plus simple que les constellations. Les astérismes peuvent être une partie d'une constellation, comme le Grand Chariot fait partie de la constellation de la Grande Ourse, ou une partie de plusieurs constellations, comme le triangle Tété, triangle formé par les étoiles Vega, Deneb et Altaïr, appartenant chacune à des constellations différentes. Les regroupements étaient arbitraires jusque-là, mais bien entendu, nous trouvons aussi des regroupements d'étoiles liés entre elles par la gravitation. La gravitation est l'une des 4 interactions fondamentales qui régissent l'univers. C'est l'interaction physique responsable de l'attraction des corps massifs. C'est ce qui nous retient au sol notamment. Nous avons les amas stellaires, eux-mêmes divisés en associations stellaires, amas ouverts et amas globulaires. Les associations stellaires, terme introduit par Viktor Amatsuryan, considéré comme le père de l'école soviétique d'astrophysique théorique en 1949, désigne un petit groupe d'étoiles souvent dispersées sur quelques petites centaines d'années-lumière, issues d'un même processus de formation, mais que la gravitation ne parvient pas à résilier ensemble et qui se dispersent rapidement. Cela explique qu'une association dure peu de temps, quelque chose de l'ordre d'une dizaine de millions d'années, et donc qu'on y observe des étoiles très jeunes. Mais on va surtout prendre des photos des amas ouverts et globulaires. Un amas ouvert, c'est un amas groupant des étoiles de même âge, liées entre elles par la gravitation, plusieurs centaines voire milliers. Parmi les plus connus, on trouve les Pléiades, dans la constellation du Taureau. On dénombre aujourd'hui dans cet amas environ 3000 étoiles, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Il s'étend sur 2 degrés, soit l'équivalent de 4 fois le diamètre apparent de la Lune. Et cet amas est visible à l'œil nu dans le ciel d'automne. Un amas globulaire, c'est un amas contenant une centaine de milliers d'étoiles, distribuées dans une sphère dont la taille peut faire quelques centaines d'années-lumière, et de densité plus élevée que les amas ouverts. Le plus connu du ciel boréal est l'amas d'Hercule, dans la constellation d'Hercule forcément. Il regroupe entre 500 000 et 1 million d'étoiles dans une sphère de 150 années-lumière, il est âgé de 12 à 14 milliards d'années. Ensuite, les étoiles ne sont pas toutes regroupées dans des galaxies, mais le plus souvent elles le sont. On trouve les galaxies spirales, comme la nôtre, la Voie lactée, les galaxies elliptiques et les galaxies irrégulières. Autre objet du ciel profond, les nébuleuses, composées de gaz, de plasma et de poussière. On distingue 2 grandes familles de nébuleuses, les nébuleuses diffuses qui émettent ou réfléchissent de la lumière, les nébuleuses obscures qui bloquent la lumière. Les nébuleuses sont sans doute ce qui plaira le plus aux plus profanes,
car elles sont généralement très colorées. Les nébuleuses planétaires sont des nébuleuses en émission qui sont la marque d'une étoile de faible masse en fin de vie et préfigurant le destin du Soleil. Les rémanents de supernova sont des nébuleuses en émission très étendues et sont le résultat de l'explosion violente d'une étoile de masse élevée. Les bulles de Wolf-Rayet, d'un aspect voisin de celui des vestiges de supernova, ces bulles de gaz résultent de l'expulsion progressive des couches externes d'une étoile extrêmement chaude et massive. Elles comptent parmi les étoiles les plus massives connues. Les deux bulles de Wolf-Rayet les plus célèbres sont certainement la nébuleuse du Croissant et la nébuleuse du Casque de Thor. Les régions H2, ces nébuleuses en émission, sont caractérisées par l'excitation de nuages d'hydrogène et sont souvent associées d'un amas ouvert d'étoiles jeunes ou en formation. Les nébuleuses par réflexion, des nuages de poussière qui réfléchissent la lumière d'une ou plusieurs étoiles voisines. Ces étoiles ne sont pas assez chaudes pour causer la formation de gaz, comme dans le cas des nébuleuses en émission, mais sont assez lumineuses pour permettre une dispersion suffisante pour rendre la poussière visible. Parmi les plus belles, on trouve l'entourage des étoiles des Pléiades. Les nébuleuses sombres, nébuleuses obscures ou encore nébuleuses d'absorption sont des régions de poussière du milieu interstellaire, semblent se concentrer en grands nuages qui apparaissent en région pauvre en étoiles. Les nébuleuses sombres peuvent être vues si elles obscurcissent une partie d'une nébuleuse en émission ou de réflexion, comme la nébuleuse de la tête de cheval. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce que nous pourrons photographier dans la pratique de l'astrophotographie. Je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo de Juste une mise au point.